Un mercredi comme les autres, à 19h34, Marilda envoya un court message à la conversation de groupe familial. « Bonne nuit à tous. » Rien de plus. À 22h, sa fille aînée attendit l'appel tant attendu. Il ne vint pas. À 22h17, elle tenta de rappeler. Le téléphone sonna dans le vide, sans que personne ne réponde. Lorsque le silence de la nuit ne fut plus troublé que par l'écho de cet appel resté sans réponse, chacun comprit que quelque chose avait changé, sans pouvoir dire exactement quoi, ni quand ce changement avait commencé. Elle avait 60 ans et vivait seule dans une vieille maison à 2 étages du centre-ville, celle-là même où elle avait élevé ses 3 enfants pendant des décennies. Professeure retraitée depuis 5 ans, après plus de 30 ans d'enseignement du portugais dans les écoles publiques, elle continuait de donner des cours particuliers aux enfants du quartier. Elle aimait s'occuper l'esprit, se sentir utile, avoir une routine qui donnait un sens à ses journées, parfois interminable quand on vit seul. Les enfants l'aimaient bien et l'appelaient « Tante Marilda », avec cette affection sincère propre à l'enfance. Les parents lui faisaient confiance, sachant qu'elle était dévouée, patiente et qu'elle se souciait vraiment de l'apprentissage des enfants. Chaque soir, sans faute, elle appelait sa fille aînée avant de se coucher. Peu importait si la journée avait été fatigante, si elle avait sommeil ou si elle n'avait rien de spécial à raconter. L'appel avait toujours lieu entre 22h et 22h30. Parfois, elle bavardait de choses futiles, ce qu'elles avaient à manger au dîner, les dernières nouvelles vues à la télévision, des potins sur un parent éloigné. Parfois, la conversation était très brève, se limitant à un simple « Tout va bien ?» un « Oui, et toi ?» puis raccrochant au bout de 2 minutes. C'était un petit rituel immuable, instauré il y a si longtemps qu'aucune d'elles ne se souvenait précisément de son origine. La fille attendait cet appel avec la même impatience que l'on attend le lever du soleil. Une certitude telle qu'on n'imagine même pas qu'il puisse ne pas avoir lieu. Marilda menait une vie routinière qui rassurait ses enfants, leur donnant l'assurance que leur mère allait bien et qu'elle vivait seule sans problème majeur. Elle se levait tôt, prenait son café en écoutant la radio, s'occupait de la maison, trop grande pour une seule personne, et arrosait les nombreuses plantes du jardin qui exigeaient un entretien quotidien. L'après-midi, elle donnait des cours particuliers dans le salon, aménagé en bureau avec une grande table, une bibliothèque remplie de manuels et un tableau blanc au mur. Le soir, elle regardait la télévision, dînait simplement, discutait avec sa fille et se couchait. C'était une vie sans grand attrait, mais stable, paisible, sans incident. Si ce type d'histoire muette vous captive, abonnez-vous à la chaîne. Mais ces dernières semaines, de petits signes sont apparus, de petites fissures dans cette routine apparemment immuable. Marilda a commencé à annuler ses cours particuliers plus fréquemment que d'habitude. Elle appelait les parents quelques heures avant, s'excusait et disait avoir un fort mal de tête, avoir besoin de se reposer et rattraper le cours la semaine suivante. Au début, les parents comprenaient. Tout le monde a des jours sans. Tout le monde ne se sent pas bien de temps en temps. Mais lorsque les annulations sont devenues hebdomadaires, certains ont commencé à trouver cela étrange. Une mère a fait remarquer à une autre, devant l'école, que Marilda annulait beaucoup, qu'elle avait peut-être un problème de santé. L'autre a dit qu'elle l'avait aussi remarqué, que c'était la 3e fois ce mois-ci. Mais aucune n'a appelé pour demander si tout allait bien, si elle avait besoin d'aide. Elles ont simplement accepté les annulations et reporté les cours. La fille aînée a aussi remarqué quelque chose de différent lors des appels du soir. Marilda était plus calme, répondait par des phrases plus courtes et semblait trop fatiguée pour de longues conversations. Avant, elle racontait sa journée en détail, parlait des enfants à qui elle avait donné cours, d'un événement amusant, de ce qu'elle avait préparé pour le déjeuner. Maintenant, elle se contentait de dire que la journée avait été calme, qu'elle n'avait rien de nouveau à raconter, qu'elle avait sommeil et qu'elle voulait bientôt se coucher. Sa fille lui demanda plusieurs fois si elle allait bien, si elle mangeait correctement, si elle ne souhaitait pas qu'elle vienne la voir le week-end. Marilda répondait toujours qu'elle allait bien, que c'était simplement une fatigue normale pour son âge, qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, qu'elle prenait bien soin de tout. Sa fille la croyait, car il était plus facile de croire que d'insister, plus facile d'accepter la réponse toute faite que de chercher la vérité cachée. Son comportement avait également changé, et les voisins commencèrent à le remarquer, même si c'était de manière vague et sans y accorder beaucoup d'importance. Marilda saluait toujours tout le monde dans la rue, s'arrêtait pour bavarder sur le trottoir et demandait comment allaient les gens. Elle était très connue dans le quartier.
Tout le monde l'appréciait. Elle faisait partie intégrante du paysage local. Mais ces dernières semaines, elle sortait moins. Avant, j'allais tous les jours au marché, à la fête foraine, à la pharmacie, à la boulangerie. Maintenant, il pouvait se passer des jours sans que personne ne la voie dans la rue. Quand je sortais, je marchais rapidement, la tête baissée. J'évitais de croiser son regard et je rentrais vite. La voisine d'à côté, une dame qui vivait là depuis des décennies et qui connaissait Marilda depuis son emménagement, remarqua le changement. Elle fit remarquer à son mari que l'institutrice se comportait étrangement, plus renfermée, moins communicative. Son mari lui répondit que peut-être elle avait simplement besoin de plus d'intimité, que parfois les gens changent avec l'âge, que ce n'était rien de grave. La voisine n'insista pas, mais continua d'observer avec cette inquiétude silencieuse, propre à quelqu'un qui connaît quelqu'un depuis longtemps et qui sent quand quelque chose ne va pas. Marilda cessa également d'aller à la messe du dimanche, une pratique qu'elle avait suivie religieusement pendant des années. La communauté paroissiale était perplexe face à son absence. Certains amis lui envoyèrent des messages pour prendre de ses nouvelles, lui demander si elle était malade. Marilda répondait par des excuses vagues, des problèmes de genoux, la difficulté à marcher jusqu'à l'église, son retour dès qu'elle irait mieux. Mais elle ne revint pas. Elle s'éloigna de tous les lieux qu'elle fréquentait, de toutes les personnes qu'elle voyait, s'isolant peu à peu, un appel au secours silencieux que personne ne perçut. Elle entreprit des démarches qui n'auraient de sens que plus tard, lorsqu'il ne lui resterait plus de temps pour les questions. Elle passa un week-end entier à ranger la maison comme jamais auparavant. Elle vida des placards qu'elle n'avait pas ouverts depuis des années, tria de vieux vêtements et emballa les affaires personnelles dans des cartons étiquetés au nom de ses enfants. Chaque enfant avait sa propre boîte contenant des objets qu'elle souhaitait qu'ils conservent. De vieilles photos, des lettres écrites durant leur enfance, de petits cadeaux offerts au fil des ans. Elle laissa le tout rangé dans la chambre d'amis, chaque boîte portant une simple inscription. Pour João, pour Anna, pour Pedro. Elle paya toutes les factures du ménage à l'avance, même celles à échéance plusieurs mois plus tard. Elle se rendit chez le notaire pour mettre à jour son testament, veillant à ce que tout soit enregistré et en ordre afin d'éviter tout problème ultérieur. L'employé du notaire qui l'assista remarqua qu'elle était très organisée et très soucieuse de l'avenir. Marilda esquissa un sourire fatigué et dit qu'il était bon d'avoir tout en ordre, qu'on ne sait jamais ce que demain nous réserve. Le mardi précédant sa disparition, elle appela chacun de ses 3 enfants séparément, à des heures différentes. Elle leur demanda comment ils allaient, comment se passait le travail, s'ils étaient heureux, s'ils avaient besoin de quelque chose. À la fin de chaque appel, je leur disais d'une voix étranglée que je les aimais beaucoup, que j'étais fière de chacun d'eux, que j'avais été très heureuse d'être leur mère. Les enfants furent touchés, ils trouvèrent ce moment d'affection magnifique et me répondirent avec amour. Mais aucun d'eux ne perçut le ton d'adieu qui se cachait derrière ces mots tendres. Aucun d'eux n'imagina que ce seraient peut-être les dernières longues conversations qu'ils auraient avec elle. Mercredi, Marilda se réveilla à son heure habituelle, mais s'attarda un peu plus longtemps au lit avant de se lever. Elle resta allongée, fixant le plafond, les taches d'humidité qu'il lui fallait depuis des lustres, le ventilateur cassé qu'elle n'utilisait plus car le bruit l'agaçait. Elle finit par se lever, prit une longue douche et enfila des vêtements confortables, une robe bleu clair qu'elle portait d'habitude. Elle déjeuna seule dans la grande cuisine silencieuse, le regard perdu par la fenêtre sur le jardin dont elle s'occupait chaque jour. Elle n'avait pas cours ce jour-là. Tous ses élèves avaient été désinscrits la semaine précédente. Elle passa la matinée à arroser les plantes comme toujours, avec la patience de quelqu'un qui parle aux feuilles tout en arrosant la terre. Chaque plante avait sa place, un nom qu'elle lui avait donné, une histoire. Le voisin du fond l'aperçut à travers le mur. Elle lui tournait le dos, absorbée par ses plantes. Il faillit l'appeler pour la saluer, mais se ravisa, pensant qu'elle savourait son moment de solitude. Elle déjeuna seule d'un repas simple, préparé sans grande attention, en mangea la moitié et garda le reste. Elle fit la vaisselle, nettoya la cuisine et rangea tout. L'après-midi, elle s'installa dans le fauteuil du salon et regarda le feuilleton, comme tous les jours à cette heure-ci. Sa voisine passa devant la fenêtre et aperçut Marilda assise là, le visage illuminé par la lumière du téléviseur. Elles se firent un signe de la main à travers la vitre, un geste machinal, comme on se croise tous les jours. C'était la dernière fois qu'on la voyait vivante, ou du moins, la dernière fois qu'on se souvenait de l'avoir vue. À 19h34, Marilda prit son portable sur la table basse et ouvrit le groupe WhatsApp familial.
Elle tapa un court message, sans contexte ni information supplémentaire. « Bonne nuit à tous !» Elle l'envoya et reposa son téléphone sur la table. Elle n'attendit pas de réponse, ne regarda même pas l'écran. Elle l'envoya simplement et continua ce qu'elle faisait. Ses enfants virent le message. Certains répondirent avec des émojis cœur, d'autres par un simple « Bonne nuit, maman ». Rien de spécial, juste un message parmi d'autres dans le flot habituel des conversations familiales. Marilda se leva du fauteuil, éteignit la télévision, alla à la cuisine et but un verre d'eau. Elle monta lentement les escaliers, se tenant à la rampe, sentant le poids de son corps à chaque marche. Elle entra dans la chambre, fit le lit déjà fait et lissa les draps comme si elle caressait un trésor. Elle s'assit au bord du lit et y resta un temps indéterminé, fixant du regard la chambre qui avait été la sienne et celle de son mari pendant tant d'années, où ils avaient dormi ensemble pendant des décennies, où il était mort 10 ans auparavant. Elle effleura l'oreiller du côté qui avait été le sien, un geste doux et triste. Puis elle se leva, prit son téléphone portable sur la table de chevet et l'éteignit. Elle le rangea dans le tiroir avec de vieux papiers. Elle redescendit, chaque pas aussi lentement qu'auparavant. Elle alla au salon, s'assit de nouveau dans le fauteuil et resta là, dans l'obscurité, sans allumer la moindre lumière, le regard perdu dans le vide, attendant quelque chose dont elle seule connaissait la nature. À 22h, l'aînée finissait de ranger la cuisine après le dîner lorsqu'elle regarda l'heure et réalisa que sa mère n'avait pas répondu. Trouvant cela étrange, elle s'essuya les mains avec le torchon et prit son portable. Elle attendit quelques minutes, se disant que sa mère était peut-être en retard, peut-être aux toilettes, peut-être avait-elle oublié de regarder l'heure. À 22h17, une pointe d'inquiétude commençant à lui nouer l'estomac, elle composa le numéro de sa mère. Le téléphone sonna. Il sonna plusieurs fois. Cette sonnerie répétitive et angoissante d'un appel sans réponse. Pas de messagerie vocale, la communication se coupa d'elle-même. Elle réessaya aussitôt. Même chose. Le téléphone sonnait dans le vide, quelque part dans cette grande maison, silencieuse, sans que personne ne vienne décrocher. Le cœur de la fille s'emballa. Elle appela son frère cadet et lui demanda s'il avait parlé à leur mère. Il répondit que non, que la dernière chose qu'il avait vue était son message dans la conversation de groupe plus tôt dans la journée. La fille expliqua que sa mère n'avait pas appelé et que le téléphone sonnait sans que personne ne réponde. Son frère tenta de la rassurer, suggérant que leur mère avait peut-être oublié son portable dans une pièce et ne l'entendait pas, qu'elle avait peut-être pris des médicaments et s'était couchée tôt. La fille voulait le croire, mais une petite voix intérieure lui disait que ce n'était pas ça, que quelque chose n'allait vraiment pas. Elle appela 3 fois de suite. Rien. Le téléphone continuait de sonner dans ce vide qui semblait s'agrandir sans cesse. Si vous avez déjà constaté un silence similaire, laissez un commentaire ou abonnez-vous. À 00h15, incapable de dormir, incapable de se débarrasser de cette horrible sensation qui l'envahissait, la fille réveilla son mari et lui dit qu'il devait aller chez sa mère car elle n'arrivait pas à la joindre et que cela ne s'était jamais produit auparavant. Ils montèrent en voiture et traversèrent les rues désertes du petit matin, parcourant les 20 minutes qui séparaient les deux maisons. Le cœur de la fille battait la chamade. Ses mains étaient moites. Son esprit imaginait des scénarios catastrophes. Sa mère était tombée, avait fait une crise cardiaque, était inconsciente dans une pièce et avait besoin d'aide. Lorsqu'ils arrivèrent dans la rue où se trouvait la maison à 2 étages, tout était sombre et silencieux. La maison de Marilda était plongée dans l'obscurité. Aucune lumière n'était allumée. Aucun signe de vie. Ils frappèrent avec force à la porte. Rien. Ils sonnèrent plusieurs fois de suite. Silence absolu. La fille se mit à crier « Maman, maman, ouvre la porte !» d'une voix de plus en plus désespérée. Les voisins commencèrent à allumer leur lumière et à regarder par les fenêtres pour voir ce qui se passait. La voisine sortit sur le trottoir en peignoir et demanda ce qui se passait. La fille expliqua en pleurant que sa mère ne répondait pas, qu'elle n'avait jamais manqué d'appeler, que quelque chose n'allait pas. La voisine dit avoir vu Marilda dans l'après-midi, qu'elle lui avait fait un signe de la main par la fenêtre, qu'elle semblait aller bien. Le mari de la fille décida d'enfoncer la porte. Il donna plusieurs coups de pied puissants jusqu'à ce que la serrure cède et que la porte s'ouvre avec fracas. Ils entrèrent en criant le nom de Marilda, allumant toutes les lumières et courant d'une pièce à l'autre. Le salon était vide. La cuisine était propre et rangée. Sa chambre était impeccable, le lit parfaitement fait, chaque chose à sa place. Mais Marilda était introuvable. Ils ont fouillé toute la maison,
y compris le sous-sol qu'elle n'utilisait presque jamais, le grenier, poussiéreux, rempli de vieux cartons, le grand jardin. Rien, aucune trace de lutte, aucun meuble déplacé, aucune fenêtre brisée, aucune porte forcée à l'exception de la porte d'entrée, qu'ils avaient défoncée. C'était comme si elle s'était volatilisée dans sa propre maison. Son téléphone portable a été retrouvé éteint dans le tiroir de la table de chevet, avec des papiers et quelques vieux bijoux. Son sac à main était accroché au porte-manteau dans l'entrée, avec son portefeuille, ses papiers, son argent, tout était intact. Les clés de la maison étaient à leur place habituelle, dans un petit bocal dans la cuisine. Sa voiture, une vieille berline qu'elle utilisait à peine, était au garage, recouverte d'une bâche. Rien n'indiquait qu'elle avait quitté la maison après ce signe de la main à la voisine dans l'après-midi. Mais elle n'était pas là. La police a été appelée tôt le matin, a bouclé la maison et a commencé l'enquête. Ils ont fouillé chaque pièce, chaque tiroir, chaque placard. La recherche d'indices. Ils ont trouvé les cartons rangés pour les enfants, les papiers payés, tout était trop bien rangé. Un chercheur a fait remarquer à un autre que quelqu'un semblait se préparer à quelque chose, mais il ne pouvait pas dire exactement quoi. Les caméras de surveillance de la rue n'ont montré personne quittant la maison après 19h. La voisine qui avait salué Marilda était la dernière personne à l'avoir vue. Les enregistrements montraient une rue déserte, sans aucun mouvement. Seulement quelques voitures qui passèrent de temps à autre. Personne à pied, aucune voiture suspecte garée devant la maison. La police a interrogé tous les voisins, tous ses élèves, toutes ses connaissances de l'église. Personne ne savait rien. Personne n'avait rien remarqué d'inhabituel. La maison a été fouillée de fond en comble. Ils n'ont trouvé aucune trace de crime, pas de sang, rien qui puisse indiquer une quelconque violence. Les enfants ont fouillé chaque papier, chaque cahier, chaque tiroir à la recherche d'une lettre d'adieu, d'un mot explicatif. Ils n'ont rien trouvé d'autre que les boîtes étiquetées à leur nom et ces simples mots posés dessus. L'aînée écoutait en boucle la dernière conversation enregistrée qu'elle avait eue avec sa mère mardi, cherchant désespérément un indice, un mot caché, un signe annonciateur du drame. Mais il n'y avait rien. Marilda parlait simplement de sa voix fatiguée, évoquant des choses ordinaires, disant qu'elle les aimait, leur faisant ses adieux sans qu'ils réalisent qu'il s'agissait d'un au revoir. Les semaines passèrent sans la moindre piste concrète. L'affaire fut médiatisée à la télévision, dans les journaux et sur les réseaux sociaux. Des milliers de personnes partagèrent de la photo de Marilda, émis des hypothèses, affirmèrent avoir aperçu une personne similaire à divers endroits. Toutes les pistes se révélèrent infructueuses. La maison resta scellée pendant des mois, servant de scène d'enquête. Lorsqu'elle fut enfin rouverte, les enfants pénétrèrent à nouveau dans ce lieu qui avait été la maison de leur mère et trouvèrent tout exactement comme ce soir-là. Le fauteuil où elle s'asseyait pour regarder des feuilletons, les plantes qu'elle arrosait chaque jour, désormais mortes de soif, le verre d'eau qu'elle utilisait encore dans l'évier. L'aînée ne parvint plus jamais à dormir correctement. Elle se réveille chaque nuit à 22h, attendant un appel qui ne viendra jamais. Les frères et sœurs portent le poids de la culpabilité de ne pas avoir compris qu'elle leur disait adieu lorsqu'elle les a appelés chacun ce mardi-là. La voisine répète à qui veut l'entendre qu'elle aurait dû aller chez la maîtresse lorsqu'elle a remarqué son comportement étrange, qu'elle aurait dû insister davantage, qu'elle aurait dû faire quelque chose. Le téléphone continue de sonner dans le vide chaque fois que quelqu'un appelle son ancien numéro. Cette sonnerie à laquelle personne ne répond, ce son devenu le symbole de toutes les questions sans réponse.